Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux femmes entrepreneurs dans le secteur agricole. Des femmes qui se distinguent par leur excellence, leur passion et leur courage. En Afrique, 80% des femmes vivent dans des zones rurales, plus de 60% d'entre elles travaillent dans le secteur agricole. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire, ce soir, plongé dans une filière majeure de la Côte d'Ivoire, celle du palmier à huile, pour découvrir une femme planteur d'exception, Marie-Madeleine Eouman. Elle cultive le palmier à huile sur plus de 10 hectares et a noué un partenariat privilégié avec le géant de la production d'huile de palme brute, Palmsy. Nous avons suivi Marie-Madeleine dans son quotidien. Puis dans notre second reportage, nous partirons au Maroc à la rencontre d'une femme entrepreneur qui a misé sur l'une des merveilles du pays, l'huile d'argan. Une huile reconnue pour ses nombreuses vertus, utilisée à la fois en cuisine et dans les cosmétiques. Savez-vous que la Côte d'Ivoire est parmi les premiers producteurs africains de palmier à huile avec une production de plus de 2 millions de tonnes de régime chaque année? Derrière ces chiffres se cachent des planteurs qui font tout leur possible pour récolter les précieuses graines rouges, incontournables dans notre économie, mais aussi dans notre culture. Certains de ces planteurs sont des femmes. C'est le cas de Marie-Madeleine Eouman qui fait la fierté de sa famille et de son village. Profession femme planteur, un reportage signé Marcos Podé, Théo Renaud et Romane Émilie Kofi. Dans ce paysage verdoyant, des rangées parfaitement alignées, à perte de vue. Nous sommes à Adjoin, village situé à 30 km d'Aboisseau. Ici, 15 hectares de palmiers à huile sont exploités. Derrière ces vastes plantations, une femme, Marie-Madeleine Eouman, 54 ans. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. Nous sommes venus dans ma plantation en Gonia. Nous sommes venus pour la récolte de la graine. J'espère avoir 6 à 7 tonnes de production. 6 à 7 tonnes, c'est la production moyenne obtenue à chaque récolte. Le palmier à huile donne des fruits 2 fois par mois et peut produire jusqu'à 35 ans. La productrice veille au grain. Si tu récoltes, il faut être vraiment prudent et il faut bien soigner. Regarde le régime bien mûr pour que tu aies une bonne production. C'est vraiment très important de vérifier. Parce que quand tu vérifies, quand il y a la qualité et la production augmente, quand le travail est soigné, tu gagnes. Une culture rentable pour l'agricultrice, car le fruit de couleur rouge donne une huile végétale la plus consommée au monde. Aujourd'hui, ce que vous avez vu sur ma plantation, c'est mon trésor. C'est une filière incontournable dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Le pays, parmi les premiers producteurs africains de palmiers à huile, produit plus de 2 millions de tonnes de régime chaque année. La filière génère 170 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour l'huile de palme brute. 45 000 exploitants agricoles y travaillent. Parmi eux, une minorité de femmes essayent de se frayer un chemin dans ce secteur agricole dominé par les hommes. Certaines se démarquent, comme Marie-Madeleine Eouman, devenue une figure clé du secteur. Après 2 jours de récolte, les régimes de palmiers à huile sont embarqués à bord de ce camion. Marie-Madeleine veille à ce que le travail soit impeccable. Voilà, soyez le travail. Tout ça là, il faut enlever. C'est pas rentable. Voilà. Ça là, c'est pas bien, c'est pourri. Vous devez taper, puis jeter le régime pourri. Ça là, ça donne rien dedans. Il n'a pas de poids. Donc, vous voyez la quantité, mais c'est pas ça. Pour écouler sa production, la patronne le sait, la qualité doit être au rendez-vous. C'est ce que recherchent les acheteurs. Quand ils vont finir de charger, le camion va se diriger vers la Palmsy et aller au pont pour voir le tonnage que le camion a pu avoir. Après chargement, direction l'entreprise Palmsy,
acteur majeur de l'huile de palme brute, son principal client. Une dizaine de minutes plus tard, le camion arrive sur site. Il passe par 2 pesées différentes avant d'obtenir son poids net. On connaît ainsi le montant de la marchandise livrée par Marie-Madeleine. J'ai eu 6 tonnes 460, donc ça me revient à 300 000. L'agricultrice réalise 6 à 7 livraisons par mois en moyenne comme celle-ci, en fonction des saisons. Maintenant, j'arrive à m'en sortir de la production que je gagne. Depuis plusieurs années, elle est devenue la partenaire privilégiée de Palmsea. L'entreprise lui a même décerné un prix d'excellence en 2023. Ce partenariat lui assure des revenus réguliers, mais pas seulement. Bonjour mon encadreur. Bonjour maman Ouma. Ça va, maman? Ouais, ça va. Elle bénéficie aussi d'un appui technique. Régulièrement, ses ouvriers reçoivent des formations sur le terrain des équipes de Palmsea. Bonjour chère manœuvre, au niveau de la récolte. Vous savez que pour pouvoir récolter, il faut d'abord faire le tour du palmier. Pour regarder en bas du palmier s'il y a des fruits. On ne regarde pas en haut, on regarde en bas. S'il y a des fruits dans les ronds, c'est qu'il y a un régime qui est mûr. Et à partir de là, tu peux récolter. Et c'est les régimes qui ont fait tomber des fruits seuls qu'on récolte. Voilà. Donc pour la récolte, c'est ce que je peux vous conseiller en début. Apprendre à ses ouvriers à mieux produire pour s'assurer d'une production de qualité. Tel est l'objectif de ces formations. Lors de l'activité, nous venons pour rappeler et faire le contrôle si les consignes que nous avons données sont effectives. C'est un régime qui n'est pas mûr, il n'y a pas assez d'huile. Or, l'activité principale de Palmsea, c'est de produire l'huile. Palmsea vend de l'huile. Et l'huile est dans le régime mûr. Le régime non mûr, il n'y a pas d'huile dedans. Donc, raison pour laquelle nous insistons sur la coupe des régimes mûrs auprès des récolteurs. C'est vraiment important de faire venir les encadreurs pour former mes ouvriers, mes manœuvres, pour pouvoir avoir une bonne production dans le mois. D'autres thématiques sont abordées comme l'entretien des plants de palmier à huile grâce aux engrais. L'agricultrice s'assure que les consignes sont bien suivies. Il ne faut pas trop t'approcher au palmier, il faut écarter, prendre la limite du rond. Voilà. C'est très important de traiter le palmier pour la production. Si on ne traite pas, il n'y a pas de production. Donc l'engrais est très utile. Un savoir-faire qu'elle a acquis après 18 ans passés dans le secteur du palmier à huile. C'est à Adjoint, à 30 km d'Aboisseau, que nous retrouvons Marie-Madeleine. Elle a troqué ses bottes pour une tenue élégante. C'est dans cette maison confortable qu'elle vit avec ses enfants et sa mère. Mais pour en arriver là, cela n'a pas été simple. Il y a 18 ans, après plusieurs années à faire des petits commerces peu rentables, elle se lance dans le palmier à huile. Elle n'a alors que 50 000 francs en poche. Donc je suis allée voir une dame et son fils faisait l'hectare du palmier à 100 000. Et j'avais 50 000. Je suis allée voir la bonne dame. Maman, je n'ai pas l'argent, donc il faut m'aider. Je vais payer 1 hectare de palmier pour planter. Donc je suis allée voir la bonne dame et elle m'a offert 50 000. Et j'ai complété sur mes 50 000 et je suis allée payer 1 hectare de palmier avec son fils pour planter. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc on le remercie vraiment. Si ma fille est arrivée à ce niveau, c'est grâce à Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Autrefois au bas de l'échelle, Marie-Madeleine a pu améliorer sa condition de vie et celle de sa famille. J'ai commencé avec la difficulté, c'est dans cette maison, dans le baraque que je dormais. J'ai vécu pendant des années avec mes enfants. Donc c'est dans cette maison que j'habitais. Et avec l'amélioration du travail que j'ai fourni
par le palmier à huile, j'ai eu à réaliser des projets. Et voilà qu'aujourd'hui, j'arrive à construire une villa de 5 pièces. Et avec cet état, je suis allée encore reconstruire la cour familiale. Sa réussite, son abnégation, font d'elle un modèle pour ses enfants. Aujourd'hui, je pense à ma maman. Je suis fière d'elle. C'est une femme battante. Je vais devenir comme elle. Parce qu'elle est très battante. Les travaux qu'elle fait là, c'est les travaux des garçons qu'elle fait. Donc là, je suis fière de ma maman. Aujourd'hui, c'est une femme battante. Je la félicite. Dieu la bénit aussi. Je suis à une phase étudiant, à une phase 3e année. C'est elle qui paie mes cours. Dans son village, elle est aussi considérée comme un exemple, un modèle à suivre. Cet après-midi, la chefferie tient sa réunion hebdomadaire. D'ordinaire, aucune femme n'assiste à ces séances, mais Marie-Madeleine y est souvent invitée. Le métier qu'elle a choisi, c'est un métier d'homme. Marie-Madeleine a fait quelque chose qui honore le village. Parce qu'elle est la seule. Il n'y a pas une deuxième femme qui s'est présentée comme planteur palmier à huile. Vraiment, c'est une fierté pour le village. En Côte d'Ivoire, dans certains secteurs comme le cacao, l'EVA ou encore le palmier à huile, les hommes sont surreprésentés. L'exemple de Marie-Madeleine permettra peut-être à d'autres femmes de sauter le pas et d'inverser la tendance. Retour en plateau et pour débattre ce soir, j'accueille Alimata Koulibaly. Elle est chef d'entreprise, présidente de la plateforme du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, le REDPACI. Avec elle, Christelle Yoboué. Elle est agricultrice et PDG d'Attrait Services. Nous avons également Madame Marie-Thérèse Soro, directrice qualité développement durable chez Palmsi. Bonsoir mesdames. Bienvenue dans Made in Africa. Alors, Alimata Koulibaly, je suis heureux de vous retrouver. Merci. Que vous inspire ce reportage? Et ce reportage prouve encore une fois que les femmes sont réellement fortes et présentes dans la chaîne de valeur agricole. La production du palmier, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas aisé. Et pourtant, avec ce reportage, on constate que Madeleine s'y est engagée avec 100 000 francs. Vraiment, c'est une courageuse. Et je pense qu'elle mérite encore d'être accompagnée et que son exemple doit servir à d'autres femmes. Le message est clair. Marie-Thérèse Soro, qu'est-ce que ça vous dit, vous, de travailler pour une entreprise qui participe comme ça à la réussite de femmes dans le monde agricole? C'est pas toujours évident. Oui, c'est pas évident, en effet. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les femmes, on les retrouve dans les cultures maraîchères, les cultures vivrières. Mais les femmes dans les cultures pérennes, il n'y en a pas beaucoup. On a environ 10% de femmes qui sont dans ces cultures pérennes-là. Et donc, lorsqu'on voit ce genre d'abnégation au travail, nous, Palmsi, justement, nous sommes là pour les accompagner, pour les valoriser. Et c'est en cela que Mme Ouma a été primée justement l'année dernière comme une des meilleures dans sa région. Et d'ailleurs, il y a une autre dame aussi, Mme Trabi, qui était aussi une des meilleures dans sa région. Et donc, nous sommes disposés à vraiment les accompagner et nous assurer que justement, elles peuvent vivre de leur production. Parce que ça, ce n'est pas aussi évident. Alors, Christelle Yoboué, vous aussi, vous êtes agricultrice. Oui. Vous cultivez quoi? Je cultive de l'ananas plein de sucre. Est-ce que vous avez autour de vous aussi des personnes qui vous disaient que c'était métier d'homme à l'époque? Bon, la culture de l'ananas, c'est plus homme, parce Oui. que bon, comme moi j'ai atterri dans ce domaine, c'est plus les hommes. Et j'ai rencontré peu de femmes. Il y a des femmes, mais leur plantation n'égale pas les plantations des hommes. Comment ça se fait? Pourquoi, Christelle Yoboué, pourquoi est-ce qu'il y a ce genre ces activités sont réservées aux femmes? Parce qu'on a fait déjà des reportages où on avait le karité et on dit que ça, c'est la richesse des femmes. Les hommes font autre chose? Je pense que de façon naturelle, ça s'est subdivisé hommes et femmes à cause de la force physique qu'on y met. Et donc, c'est relativement à ça, en fait. Ouais.
Votre avis sur ça, Alimata? Oui, effectivement, comme elle a dit, il y a la force physique, mais aussi il y a comment acquérir un terrain pour pouvoir planter le palmier. Ça prend beaucoup d'espace. Alors, c'est plus difficile pour les femmes ou bien c'est juste parce que ça va coûter plus cher? Ça va coûter plus cher. Okay. Et puis, elles n'ont pas l'ouverture. L'accès à la terre n'est pas facilité. Ce problème existe toujours ici? Vous avez eu du mal, vous? Bon, moi, j'ai toujours mis en avant mon papa pour les 17 ans. Ah, donc c'est sérieux. On a toujours le problème des difficultés des femmes à avoir accès à la terre? Oui. Alors, je sais pas, vous en savez, vous, davantage, Marie? Alors, oui, il faut dire que le Code foncier rural en Côte d'Ivoire donne le droit à l'accès à l'égalité des droits à la terre, à la propriété terrienne. Ça, c'est le droit d'Abidjan. Ça, c'est le droit, le droit d'Abidjan, le droit du pays. Voilà. Cependant, effectivement, on a encore ces difficultés parce que nos us et coutumes ne facilitent pas l'accès à la terre à la femme. Très souvent, même en héritage, on aura tendance à mettre en avant peut-être le garçon ou bien même deux fois le mari de la femme, même si elle doit prendre ça de son père. Donc, ce sont des réalités du terrain. Mais bon, il arrive que certaines vont au-delà de ça, puisqu'il y a d'autres possibilités. Comme elle a dit dans le reportage, elle a acheté pour faire l'exploitation. Donc il y a aussi d'autres avenues qui s'offrent à nous pour pouvoir justement exploiter la terre. Alimata Coulibaly, vous représentez les agrotransformatrices. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'elles sont seulement dans la transformation, mais il y en a qui sont en amont au niveau de la production? Oui, je vais dire qu'il y a 95% qui sont dans la transformation, peut-être 5% qui sont en amont de la production. Et de plus en plus, celles qui sont dans la production commencent à s'intéresser à la transformation, mais ce n'est pas facile parce que ça fait deux gros métiers à mener concomitamment. Ce n'est pas facile. La production, c'est un travail de terrain. Il y a beaucoup de réflexions et si on veut faire en masse, il faut le financement. L'agrotransformation, il faut avoir de l'argent et c'est un travail de terrain également. Donc, une seule personne mener ces deux métiers en même temps, je vais dire que c'est impossible. Cependant, lorsque nous sommes au niveau de la petite transformation, la transformation artisanale, là, on fait une petite production, on ne prend pas trop de temps, ce n'est pas trop fatigant. Et dans la petite transformation également, on fait petit à petit. On peut essayer de mener à bout. Mais lorsqu'on grandit, pour aller vers la petite agro-industrie, ça devient difficile parce que ça grandit. Alors, on abandonne un métier. Le combat que nous menons, c'est de sortir de petit. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'on se bat. L'idée, c'est qu'on puisse passer de petit à plus grand. Marie-Thérèse Soro, dites-nous, est-ce que entre la production et la livraison dans vos usines, est-ce qu'il y a une transformation intermédiaire qui aurait pu être faite par les productrices? Non, dans le schéma actuel, il n'y a pas de transformation intermédiaire. Comme elle a dit, la seule chose, c'est faire un peu de tapping pour décoller les quelques graines qui sont sur les régimes qui ne sont pas en bon état. Sinon, tout le reste rentre dans le processus de transformation qui est industriel, qui est mécanisé. Vous voulez réagir? Par rapport à la petite transformation, toutes les graines qui sortent sont peut-être acheminées, comme pour Madeleine, vers les grandes industries. Mais en deçà, il y a des femmes qui achètent les graines et qui font la transformation artisanale. C'est intéressant. Il y en a dans votre réseau? Oui. Okay. C'est intéressant parce que le marché existe. Le marché existe. Elle peut faire le kabakourou. Et c'est elle qui approvisionne le marché alimentaire, l'huile de palme. Alors voilà. Pour ça, on se demande, ce serait peut-être pas mal que Marie-Madeleine aussi s'initie à cette petite transformation. Pourquoi pas? C'est vrai que vous allez perdre des graines? Alors, de toute manière, il y en a assez pour tout le monde sur le marché. Très bien, c'est bien de l'entendre. Donc, il y a la voie industrielle et il y a la voie artisanale. Donc, il y en a assez pour tout le monde sur le marché. Est-ce que vous faites de la transformation? Oui.
Vous transformez vos ananas en quoi? En jus et en séché. Ok, et vous les vendez comment, votre circuit? Non, notre circuit, c'est... De distribution. Notre circuit de distribution pour les fruits, c'est aux centrales d'achat Ouais. des supermarchés. Et pour les jus, c'est au ménage, B2B. Ouais. Ok. Le palmier à huile, Marie-Madeleine nous dit, c'est mon trésor. Vous l'avez entendu. C'est un arbre qui produit pendant 35 ans, c'est bien ça? Dire à peu près 25 ans. À peu près 25 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir encore dans la production, dans la création de nouvelles plantations de palmiers à huile, ou bien c'est saturé? Alors, c'est un peu saturé, puisqu'aujourd'hui, on parle de déforestation, on parle de manque de terre. Et donc, nous, ce que nous faisons, nous accompagnons les producteurs à une chose. Aujourd'hui, tout ce qui est plantation privée qui existe, si nous arrivons à doubler ne serait-ce que la productivité, on sera en mesure d'avoir beaucoup plus de produits oléagineux sur le marché. Lorsqu'on prend l'univers de la CEDEAO, on a un déficit en produits oléagineux d'environ 2 millions de tonnes d'huile de palme. Et donc, le besoin, il est là. Donc, ce sera à nous d'organiser la filière pour augmenter la production, pour combler ce besoin. Là, on a l'huile de palme, mais pas que. Vous faites de l'ananas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a d'autres cultures qui seraient prometteuses également et que vous pourriez conseiller à des agriculteurs ou agricultrices? Je pourrais conseiller bien sûr l'ananas. Ouais, bien sûr. L'ananas, c'est une culture qui peut être à l'instar du café et du cacao, un produit agricole qui peut rendre autonome le producteur. C'est prometteur. Ouais. Et il est important que ceux qui veulent investir dans l'agriculture, qu'ils regardent ce côté-là aussi, c'est possible. Alors, on l'a vu, il y a des femmes admirables dans la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire. Au Maroc, où nous vous emmenons maintenant, des femmes se distinguent dans la production d'huile d'argan. Cette huile végétale est produite à partir du fruit de l'arganier, un arbre qui pousse dans la magnifique région d'Essaouira, une huile qui fait les beaux jours de l'industrie mondiale de la cosmétique et sur laquelle a décidé de miser Amal El Antati, l'argan. Trésor des femmes du Maroc. Un reportage de Sarah Sisman, Jeanne Hutin et Jean-Louis Mendonça. Ce matin-là, les cars de touristes défilent devant cette coopérative située à 25 km de la ville d'Essaouira. Ces visiteurs sont venus découvrir l'un des trésors du Maroc, l'huile d'argan. Vous commencez par l'huile d'argan alimentaire pure. Ceci amlou, c'est un mélange de vraies amandes, l'huile d'argan et le miel. Une huile qui se mange, mais qui aurait aussi des vertus hydratantes et antioxydantes pour la peau, et se décline en produits cosmétiques. Voilà, l'huile cosmétique nature existe en différents conditionnements et ça sert directement sur la peau, visage le soir. Crème visage, hydratante et anti-rides, toujours à base de 40% d'huile d'argan. À vous d'essayer pour voir la texture. L'huile d'argan, je connaissais. Vous l'utilisez pourquoi? Moi, un peu pour la peau, je prends des crèmes pour la peau. Voilà. Peau sèche, moi j'ai une peau très sèche. J'adore, c'est vraiment hydratant. C'est très rafraîchissant. Toute la matinée, en russe, en italien, les vendeuses vantent les mérites de cette huile miracle. Vendue tout de même 12 000 francs les 60 millilitres. C'est un peu cher, mais quand on voit tout le travail que font ces femmes, ça les vaut, car c'est beaucoup de travail. Si on est dans la saison, donc il y a des clients qui achètent bien, qui achètent beaucoup. 500 dirhams, 700 dirhams, 1000 dirhams, ça dépend. Chaque jour, en haute saison, près de 2 millions de francs CFA de produits sont écoulés. Tous les 60 000 francs vendus, ces employés reçoivent une prime, répartie entre les membres de la coopérative. À la tête de Marjana, Amal El Antati. Cet entrepreneur passionné d'argan a lancé cette coopérative en 2005 avec la volonté de faire de cette richesse locale un produit à forte valeur ajoutée, mais aussi de faire travailler les femmes de sa région. Si l'argan est l'or des femmes du Maroc,
sa production n'est pas sans défi. Pressée à la main, de manière artisanale dans plus de 600 coopératives, sa production reste limitée. Et ces dernières années, le changement climatique et la sécheresse ont rendu l'approvisionnement difficile. Rien qui n'effraie cette multi-entrepreneur bien décidée à miser sur cette huile miracle. En 2020, le Royaume du Maroc a produit plus de 5600 tonnes d'huile d'argan, dont 2400 ont été exportées. C'est dans le sud-ouest du Maroc, dans la région d'Essaouira et Agadir, au climat semi-aride, que pousse l'arganier sur 830 000 hectares. Cet arbre sauvage donne des fruits une fois par an, entre juillet et septembre. Voilà, c'est ça le fruit de l'arganier. Voilà, il est encore sur l'arbre. Maintenant, on va attendre jusqu'à la fin du mois. Comme ça, elle va tomber par terre. Et on le laisse à peu près 4 semaines par terre pour que ça soit maturé. Après, en faisant le ramassage. Ces arbres ont été plantés par l'État, mais ils sont exploités par les villageois. Cette année, la récolte s'annonce moins bonne. En cause, le dérèglement climatique et la sécheresse. Vous pouvez même remarquer cet arbre-là par rapport aux autres. C'est à cause de la sécheresse. Regardez, il ne reste que le bois, ni feuilles, ni fruits, ni rien. Déjà, la succession de la sécheresse a causé d'augmenter le prix. C'est-à-dire le prix de la matière première, elle est maintenant x4, le prix initial. Ça a bien sûr automatiquement augmenté le prix de l'huile d'argan, qui est devenue de plus en plus chère, même pour les habitants qui vivent au milieu des arbres de l'arganier. Une matière première de plus en plus coûteuse et qui se raréfie. Une situation difficile pour les productrices d'huile d'argan comme Amal. Mais l'entrepreneur continue de miser sur ce trésor. C'est l'arbre de vie des femmes de la région et ça pour moi c'est très important parce que quand un arbre fait vivre beaucoup de familles, pour moi c'est très important ça. Pour s'assurer un bon approvisionnement, Amal El Antati se fournit auprès de plusieurs villageois dans la région d'Essaouira. Aujourd'hui, elle doit récupérer 100 kilos de noix d'argan. السلام عليكم كدير بخير صحه لاباس كلشي مزيان هذا فياش ديال شبالك انت اللي مكلف Il a de la bonne qualité, regardez. Donc il a déjà pris le temps de maturation, donc c'est entre 3 à 4 semaines que ça soit séché par terre. Donc, et après les gens ils le ramassent. Ça il est bien, il est sèche. Voilà, donc regardez. Écoutez même, voilà, donc elle est bien, donc très bien séchée. Et le noyau même qui est dedans, il est super. Après plusieurs minutes de négociation, elle obtient une petite réduction. J'ai parlé avec le monsieur, donc au niveau de prix, donc déjà ce qui existe au souk, c'est 10 dirhams. Donc elle m'a laissé ça à 9 dirhams. 9 dirhams, soit 550 francs CFA le kilo. Une noix coûteuse et précieuse, car il faut beaucoup de noix pour produire très peu d'huile. Avec 107 kg de fruits de l'argan, maintenant, on va préparer à peu près 2,5 litres de l'huile d'argan. C'est une petite quantité, mais donc en attendant de chercher ici et ailleurs de la matière première encore. Direction la coopérative Marjana, où les noix sont déchargées, pesées puis stockées dans cette pièce, à l'abri de l'humidité. On met donc des palettes au-dessous et on protège la matière première, et donc elle n'est pas touchée par les murs. Nous, en général, il faut qu'on travaille et il faut toujours des tonnes en stock pour s'assurer que donc, on est bien et on travaille sans arrêt. C'est dans la salle voisine que l'or liquide du Maroc prend forme. Ces femmes, assises pendant des heures, réalisent à la main les mêmes étapes, selon une méthode traditionnelle. Un exemple, la première étape, ici on déchire le fruit pour avoir le noyau dedans. Voilà, c'est ça le noyau d'argan.
Et la pulpe, ça se donne pour les chèvres. Les chèvres mangent la pulpe, c'est-à-dire ça ne se met pas à la poubelle. Du coup, rien se perd tout recyclable. Directement, on passe à la deuxième étape, c'est le concassage du noyau pour avoir de la graine dedans. Les noyaux d'argan sont ensuite concassés avec un pilon pour obtenir les amandons, qui serviront à la fabrication de l'huile d'argan. Le grand secret se trouve ici, dans cette petite graine. Alors, tout ce travail, seulement pour extraire l'or du Maroc. Il est temps d'extraire cet or à l'aide d'un moulin à bras qui donne cette pâte épaisse. Une étape difficile. C'est difficile, mais je fais des pauses pour relaxer mes bras. C'est comme faire du sport. La pâte est pétrie de longues heures avant d'obtenir le précieux liquide. 20 litres d'huile d'argan alimentaire et cosmétique sont ainsi produits chaque jour, soit 600 litres par mois. Pour ce travail, ces ouvrières sont payées 3 000 francs le kilo d'amandons produits et 3 000 francs le litre d'huile d'argan. Elles peuvent gagner environ 6 000 francs CFA par jour, soit 120 000 francs par mois. Amal El Antati veille sur ses ouvrières, avec qui elle a bâti cette coopérative. Ici, on travaille comme en famille et les bénéfices sont partagés entre toutes les membres. À la fin de l'année, donc, on ramène notre dossier à un comptable et les bénéfices qu'on gagne à la fin, elle est partagée équitablement entre nous. À la fin de l'année, ils ont gagné donc 5 500 dirhams comme des bénéfices nets de la coopérative. L'année dernière, l'entreprise a réalisé plus de 300 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et doit sa réussite à un marketing bien rodé. Dans cette pièce, place à l'étiquetage des produits. Amal a choisi de diversifier son offre pour satisfaire le maximum de clients. Par exemple, nous avons ça de 30 ml, 60 ml et 100 ml en verre et en plastique. Ça aussi, ça dépend des clients. Il y a des clients qui cherchent le luxe, c'est-à-dire des bouteilles en verre bien faites. Et il y a des gens qui pensent au poids. Ça, par exemple, en mettant une petite savonnette naturelle avec de cosmétiques nature. Et ça, c'est pratique parce qu'on pense, on pense aussi à nos clients. Il y a des gens qui viennent, ils ont juste le bagage à main. Donc, automatiquement, donc, il vient ici. Donc, si on ne le propose pas quelque chose de miniature, donc, il ne peut pas acheter. Une fois embouteillé, ce produit à forte valeur ajoutée devient rentable pour l'entrepreneur. Si je vends comme ça, donc je gagne entre 25 à 35%. Voilà. Et si je vends en vrac, j'ai même pas 2% de la marge. Donc c'est mieux comme ça. Pour être toujours disponible, elle habite à quelques minutes seulement de sa coopérative. Cette mère de 2 enfants, diplômée en mathématiques, n'aurait jamais imaginé passer sa vie dans l'argan. Il y a 20 ans, c'est en voyant un reportage télévisé sur des coopératives de femmes qu'elle décide de se lancer. Mais elle se heurte alors au conservatisme de la société marocaine. Ce qui est très difficile, c'est convaincre les familles, et surtout les hommes, de laisser leurs femmes aller à la coopérative pour travailler. Mais quand même, mon mari est arrivé à convaincre la plupart des hommes à la campagne. Et nous avons commencé par 25 femmes. C'est les femmes fondatrices de la coopérative. C'est vrai que le moment que nous avons demandé l'adhésion de chacune, elles ont refusé parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc j'ai demandé de le prêter. Donc, un somme d'argent, et commencer par 100 dirhams chacune, c'est-à-dire à peu près 10 €. Donc, et c'est le capital initial de la coopérative, c'est 250 €, exactement. De 25 femmes en 2005, la coopérative s'est agrandie à 80 femmes aujourd'hui, dont une vingtaine de diplômés. Une fierté pour Amal. C'est un travail qui fait vivre beaucoup de gens. Et ça, pour moi, ça me plaît. C'est comme on prépare un pain rond, par exemple comme ça, un pain comme ça. Si elle est bien, c'est bien pour nous tous. Chacune, elle va avoir un petit morceau. Et ainsi de suite jusqu'à le temps qu'on finit le pain. Si Amal file la métaphore alimentaire, ce n'est pas complètement par hasard.
Il y a quelques années, pour diversifier son activité, elle ouvre un restaurant, l'Argana. Ici, on cuisine des tagines à la viande avec une touche finale d'huile d'argan, bien sûr. Il nous donne un goût extraordinaire parce que vraiment l'huile d'argan, ça laisse l'arrière-goût, un peu de noisette un petit peu. Nos mères et nos grand-mères, elles préparent leur plat avec de l'huile d'argan et c'est notre méthode ancestrale. Donc n'importe quel plat, même le couscous, même le tagine que de légumes, donc elles mettent de l'huile d'argan dedans. L'huile d'argan est depuis toujours utilisée dans la cuisine au Maroc. Riche en vitamine E, elle comporte de nombreux bienfaits pour l'organisme. En général, les molécules de l'huile d'argan se dégradent à la chaleur. Donc c'est pour ça de préférence qu'on le laisse cru, pour garder tous les bienfaits de l'huile d'argan. Les clients, ils viennent spécialement pour le tagine qui est fait à base de viande chèvre et d'huile d'argan à la fin. Voilà. Des clients prêts à déguster une tagine au goût pas tout à fait comme les autres. À l'image de ce restaurant, Amal El Antati a d'autres idées pour continuer à développer la filière argan. Une filière dont le chiffre d'affaires a triplé ces dernières années pour atteindre 110 millions d'euros au Maroc en 2022. Retour en plateau et nous a rejoint Linda Dempa, cosmétologue et PDG d'Adeba Nature. Bienvenue. Christelle Yoboué, question pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris de ce reportage? Qu'est-ce qui vous aura inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est le fait qu'elle soit attachée à la culture de l'argan. Ouais. Et qu'il y ait plusieurs familles qui vivent, qui dépendent d'un arbre d'argan. Et donc, bon, là, moi, ça m'a rejoint un peu dans ma démarche auprès des producteurs dans ma région, bien sûr. Puisque l'ananas dont on parle, en général, ici, en Côte d'Ivoire, c'est appelé ananas baoulé ou ananas sauvage. Et donc, du coup, ça me conforte un peu dans ce que j'ai entrepris comme démarche avec les producteurs et autour de cette variété d'ananas. Oui, aller chercher des productions qui sont locales, parfois considérées comme étant sauvages, et les mettre au grand jour. Linda Dempa, alors on vous présente comme cosmétologue, mais on sait bien qu'il n'y a pas que ça. Vous êtes avant tout un manager chevronné. L'huile d'argan, une huile finalement utilisée non seulement en cosmétique, mais également en cuisine. Est-ce que ça fait partie de ces huiles miracles aujourd'hui? Alors, vu que c'est grâce au Maroc que les éléphants ont pu gagner la CAN, je vais dire oui. L'huile d'argan fait partie de ces huiles miracles. Et effectivement, elle est appelée le don de Dieu au Maroc. Et c'est une huile qui a beaucoup de vertus cicatrisantes, adoucissantes, hydratantes. Et donc, c'est effectivement une huile assez versatile qui peut entrer dans beaucoup de compositions. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une huile prisée au même titre que l'huile de karité, le beurre de karité? Alors, je dirais que oui, elles sont équivalentes, même si je pense que le beurre de karité ou l'huile de karité est peut-être un peu plus versatile dans les utilisations. Mais effectivement, quand on parle de Maroc, on pense immédiatement à l'huile d'argan. Ouais. Et il y a de grandes marques telles que Moroccan Oil qui ont su se développer à l'extérieur en utilisant l'huile d'argan comme argument principal de vente. Alors, est-ce que, on a vu le processus de transformation, est-ce que ça s'apparente, selon vous, à la transformation de l'huile de karité? Oui, oui. C'est pratiquement pareil. Artisanal, il faut arriver au noyau, c'est très manuel, etc., etc. Et c'est essentiellement des femmes qui s'occupent de cette transformation-là. Tout à l'heure, on a vu qu'elles sont en coopérative. Est-ce que dans votre cas également, les femmes sont réunies sous forme de coopérative de transformatrices? Dans le cadre du Red Passy, c'est différent. Oui. Ce sont des entrepreneurs, des entreprises. Chaque femme a son entreprise, développe son activité selon son bon vouloir et on ne mutualise que ce qui nous arrange. Donc, chacune a référencé son entreprise, a formalisé son entreprise. Bon, ça veut dire qui vous arrange, c'est que vous avez des intérêts communs à un moment donné ou bien comment ça se passe? Oui, des intérêts communs à un moment donné,
tel que nous, quand nous allons dans les foires, quand nous devons faire imprimer des prospectus, surtout les foires sont chères à l'étranger, nous mettons de l'argent ensemble, nous cotisons et nous participons aux foires. Alors, Christelle, chez vous, est-ce que vous aussi, vous travaillez avec des coopératives? Oui. Oui. Mais c'est quoi leur rôle dans votre process? Dans le process, bon, nous, spécialement dans notre cas, c'est nous qui avons mis en place la coopérative. OK, d'accord. Et donc, avec cette coopérative-là, nous avons une convention où nous achetons leur production. Parce qu'on a déjà le marché. OK. Nos plantations ne peuvent pas couvrir les différentes commandes que nous avons par semaine. Et donc, nous, c'est cette convention que nous avons à la coopérative. Nous achetons la production des... Alors c'est intéressant. Ici, les coopératives, on voit davantage de coopératives de producteurs. C'est plus simple. Oui. Là-bas, c'est des coopératives de transformatrices, et tandis que les producteurs, semble-t-il, sont des producteurs individuels. Vous voyez, quand ils sont allés voir une personne en particulier qui leur fournissait ça. Alors, c'est intéressant de voir ces différents modèles-là. Alors, on l'a vu, le prix de l'huile d'argan a quand même multiplié en 10 ans. C'est multiplié par 4, quand même. Et on dit que la faute au changement climatique. Est-ce que vous êtes victime de ça également? Est-ce que vous voyez dans votre production un impact dû au changement climatique? Expliquez-nous. Oui, l'impact que nous rencontrons au niveau du changement climatique, c'est plus au niveau des calibres. Au niveau des calibres de nos fruits. Ouais. Il y a certains calibres qui sont prisés par les centrales d'achat. Il y en a qui ne sont pas. Et or, avec le changement climatique, c'est ce qui n'est pas prisé que nous avons plus en production. Waouh! Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pas mal de formations auprès des producteurs, pas mal d'échanges avec eux pour les emmener à finalement ajouter des systèmes d'irrigation pour qu'on puisse avoir de bons calibrages pour satisfaire le client. Et donc, du coup, quand nous, on a fait face à ce problème, puisqu'il y avait beaucoup de producteurs qui avaient ce problème-là, nous sommes passés à la transformation de ces produits. Oui, obligatoirement. Parce ces fruits qui ne rentrent pas, qui ne sont pas conventionnels. Donc, voilà. Finalement, la transformation est clairement une solution aux pertes agricoles. Hein? Oui. Très bien. Alors, on a vu quand même aussi quelque chose de particulier avec l'huile d'argan. C'est qu'on a vu non seulement, bon, là, on a vu des crèmes, masques, sérum, et puis... Alimentaire. Oui, et puis le packaging. On a vu qu'elle s'applique dans le packaging et ça attire des touristes. Un petit commentaire sur ça, Linda. Alors, ce que j'adore dans leur modèle, c'est qu'en fait, elles ont comme une cible captive. Le Maroc est une destination touristique extraordinaire. Et donc, elles ont tous ces touristes qui viennent et elles veillent à satisfaire tous les types de touristes qui viennent les voir. De ceux qui sont plutôt budget à ceux qui sont plutôt luxe. Et ça, c'est vraiment top. Dans leur... On va revenir sur le tourisme, mais parlons du packaging. Vous aussi, dans votre association, vous mettez un point d'honneur à raffiner les packaging aujourd'hui. Oui, un packaging qui vend. Oui. Il y a 10 ans, quand je commençais mon activité, j'avais visité le stand du Maroc, au SIA, et le packaging n'était pas tel. Et le produit ne se vendait même pas. Il y en avait très peu. Aujourd'hui, je vois que le packaging s'est embelli et adapté avec des contenants en plastique, en verre. Ils ont vraiment pris de l'envol. Ce serait bien qu'on voit ces choses-là pour la Côte d'Ivoire, le beurre de karité et autres. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une forme de marché captif dû aux touristes. Ils viennent comme à Essaouira, qui a une réputation. Et puis, ils sont là juste à côté. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Est-ce qu'on ne pourra pas faire des circuits touristiques qui nous emmèneraient voir des parcs à karité, voir des femmes qui vendent, qui transforment le karité en beurre, en huile? Allez chez vous pour voir comment est-ce que vous transformez ou cultivez déjà l'ananas. Est-ce que ce ne serait pas possible, ça? Je pose la question à vous, Christelle. C'est possible. Oui. C'est possible de le faire. Moi, en tout cas, quand je me suis lancée dans cette activité, c'est ce que je voyais. C'était vendre l'identité culturelle de notre ananas en réalité.
C'était plus ça que j'avais à l'esprit. Parce que pour moi, vendre un produit, c'est vendre sa culture. C'est vendre une histoire. Vendre une histoire, voilà, vendre son essence. Ouais. Raison pour laquelle, quand moi je participe à des salons, il y a certains qui nous disent de mettre de l'étrel sur notre ananas. Je leur dis non, moi je vends l'identité de mon ananas. Wow. Je ne vends pas ce que vous voulez, mais je vends l'identité de mon ananas. Il y a un qui m'a sorti à un salon, mais vous n'êtes pas là, vous ne voulez pas vous enrichir. J'ai dit, c'est pas l'enrichissement viendra. Mais moi, pour moi, c'est très important de vendre. Oui, quand on a construit une marque, après on vend. Mais c'est difficile de construire une marque, je pense que c'est le travail que vous essayez de faire. Linda, nous aussi on a envie d'avoir des Russes qui viennent chez Adeba. Oui. C'est des touristes et ils viennent. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Réussir à capter un marché touristique de gens qui viennent de l'extérieur pour visiter et on est là avec nos produits. Est-ce que c'est, comment est-ce que vous voyez ça? Ce serait vraiment admirable. Ouais. Et je pense que pour y arriver, il faudrait qu'on ait une certaine organisation. Il faudrait qu'on puisse collaborer donc, à tous les niveaux des différentes chaînes de valeur pour bien décider de ce qu'on a à offrir. Et une fois qu'on sait ce qu'on a à offrir, vous pouvez passer chez Madame Yeboué pour goûter l'ananas, vous pouvez venir chez Adeba pour essayer des masques ou des crèmes ou des huiles. Et puis, Madame Koulibaly va vous introduire à tout un réseau d'épices ou de céréales qui sont vraiment locales à la Côte d'Ivoire. Une fois que nous, on est organisés, on peut ensuite faire la promotion de ce circuit. Ouais. On peut ensuite essayer d'attirer des gens ici. Alimata Koulibaly. Oui, effectivement, je pense toujours que la transformation, c'est la valorisation d'un savoir-faire culturel des femmes dans notre pays. Et ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai. Dans le réseau, il y a une diversité de produits transformés. Et il serait intéressant d'installer comme un centre, comme le Cava, où les touristes pourraient venir. Il y en a déjà, ça a commencé à Yamoussoukro, où sera un centre installé. On pourra vendre et les touristes pourraient regarder tout ce qui est le savoir-faire culturel, point de vue agroalimentaire, point de vue artisanat et autres de la Côte d'Ivoire. Ça a commencé à Yamoussoukro et ça va continuer dans d'autres pays, d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc c'est en voie. Vous avez bien vu. Il y a un point important. Do you speak English? Bon, yes. Alors, Linda, oui, bien sûr, vous êtes peut-être un peu américaine. Alors, sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen Deutsch, ok. Bon, on les a vus en train de parler russe. Oui. À Essaouira, en train de parler italien. Oui. Mais ça aussi, c'est important, le renforcement des capacités linguistiques pour pouvoir capter une partie de ces touristes-là. Quelqu'un réagit dessus? Linda? Oui, absolument. Lorsqu'on a des personnes qui viennent visiter la Côte d'Ivoire et qu'il faut absolument que cette personne-là parle français, c'est un facteur un peu limitant. Ouais. Donc oui, nous, localement, il faudrait que l'on puisse accueillir tout le monde comme on a fait pendant la CAN et tout ça, en parlant leur langue aussi. Alors, un dernier point, la production est quand même difficile. Oui. C'est peut-être trop difficile pour certains jeunes qui auraient voulu venir. Est-ce que vous pensez que c'est limitant ou alors est-ce qu'il va falloir quand même faire évoluer certaines méthodes de transformation? Linda. Oui, je pense qu'il faut faire évoluer les méthodes de transformation parce qu'un travail ne doit pas forcément rendre la personne, ne doit pas être débilitant à la fin de la journée. La personne doit pouvoir vivre, bien vivre et vivre longuement tout en travaillant. Et là, dans certaines conditions de travail sont vraiment, vraiment difficiles. On peut mieux transformer le beurre de karité? Bien sûr, bien sûr. Et c'est tellement important qu'à cause de la pénibilité de cette transformation, les jeunes ne s'y engagent pas. Alors qu'il y a aujourd'hui des équipements, maintenant il faut pouvoir acquérir les équipements pour améliorer les différents processus de transformation. Et c'est possible. On va terminer sur l'empowerment financier. Ça va, les femmes s'en sortent financièrement de votre réseau de plus en plus? Oui, de plus en plus. Oui, très bien. Chez vous, vous gagnez quand même de l'argent, ça va, vos comptes sont équilibrés? C'est qui est sûr, ça va tout doucement. Ça va.
tout doucement, Oui, oui. avec le sourire, dernier sourire qui va. Adeba Nature, On avance. vous évoluez. C'est quoi la nouvelle aujourd'hui chez vous? La nouvelle, c'est une plus grande distribution maintenant dans les supermarchés. Je ne sais pas si je peux dire les noms. On va éviter pour conclure. Oui. Merci pour tout. Merci d'avoir été avec nous. C'est terminé pour Made in Africa ce soir. Merci à toutes nos invités d'avoir été là. Merci aussi à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa et aux équipes de la RTI pour la réalisation. Bonne suite de programme sur RTI 1. Restez fidèles.